Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état de perfection, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe. L'humanité a le temps. C'est nous qui n'avons pas le temps, les individus. Mais l'humanité, elle est en route depuis longtemps déjà, depuis qu'on s'est séparé des autres primates et que nous avons enclenché cette particulière évolution qui n'a pas d'équivalent dans le vivant. Toutes les espèces cherchent à atteindre leur degré de perfection, que ce soit la fluidité dans l'eau, la rapidité, le camouflage, l'intelligence, etc. Bon, pas de problème, mais c'est l'instinct qui conduit à cette évolution extrêmement lente. L'humanité, grâce au fait d'avoir développé le progrès technique, technologique, social, intellectuel, etc., eh bien, peut maintenant développer sa progression sur un rythme qui n'a rien à voir avec le rythme de la nature. Et alors, on pourrait croire que ce qu'on poursuit, c'est une perfection technique, parce que c'est un peu ce qui se passe, on sophistique toute la technique. Mais en fait, la technique revient à la spiritualité, au spirituel. Et je crois que c'est Bergson, je ne me souviens plus la phrase exacte qu'il a dit. La technologie, la technique est là pour le social, pour le psychologique, pour l'esprit, en fait. Et Hegel l'a bien vu aussi en disant que l'évolution de la vie, l'évolution générale, c'est la montée progressive vers un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur, c'est pas l'intelligence. Ça servirait à rien. C'est pas, sinon on serait que les ouvriers du divin. Mais en réalité, c'est pour devenir divin. Donc c'est pour ressentir l'extase, l'amour, l'éveil, la sagesse, pour atteindre le bonheur suprême, pour ressentir physiquement l'état de bonheur, l'état de plénitude, de tranquillité, de paix, parce qu'en fait, c'est ce que tout homme cherche à atteindre. Il veut atteindre un état de sérénité, au fond. Donc, la véritable quête, c'est le bonheur absolu, l'extase, l'amour absolu, peu importe comment on appelle ce terme, l'éveil, le nirvana, peu importe. Mais enfin, c'est l'accession à cet état qui est la fusion avec le divin. Et donc, certains l'ont expérimenté, certains l'expérimentent. Cette expérience de l'extase, elle est déjà dans l'humanité depuis très longtemps, dans les grandes religions, dans les grandes mystiques, dans les grandes spiritualités. Elle est là, elle est présente, elle a été expérimentée, et pas par des rigolos, par des gens qui ont donné leur existence à cette expérimentation. Et puis, elle est là, à mon avis, bien avant, parce que cet état, moi qui l'ai vécu de façon accidentelle, sans savoir ce que je vivais, au tout début de la mécanique universelle, j'avais déjà créé cette théorie, mais je suis tombé dans cet état d'extase sans savoir ce qui m'arrivait. Donc ça existe, c'est dans le christianisme, il parle de la grâce, voilà, où les scientifiques peuvent parler de cet état dans les états de mort imminente ou de dédoublement de conscience, etc. Donc,
cet état, il a été expérimenté et je pense qu'il est à l'origine de toutes les grandes pensées mystiques, de toutes les mystiques. C'est ça qui a donné c'est le moteur de la pensée humaine qui a fait dire à des humains qui avaient expérimenté l'extase sans le vouloir qu'il y avait quelque chose d'au-delà. Parce que dans cet état-là, on se sent, on comprend qu'on a dépassé la mort, on a dépassé tout un tas toutes les contraintes de l'humanité. Le corps fonctionne comme une horloge, c'est complètement particulier. Bon, bref, cette expérience, j'ai déjà écrit pas mal de choses là-dessus. Alors, je vous renvoie à la lecture du site Mécanique universelle. Alors, j'ai trouvé dans ma bibliothèque ce matin, je suis allé, j'ai cherché, voilà, puis mon œil s'est arrêté sur un livre que j'avais jamais lu. Il y en a beaucoup d'ailleurs, la plupart des livres qui sont dans ma bibliothèque, je les ai juste picorés parfois. Et ben c'est celui-ci, Les Maîtres du Zen. Alors les Maîtres du Zen, c'est par Masumi Shibata. Dans la série Les Grands Initiés, et l'ouvrage a été publié chez Robert Laffont, suivi de Discours et sermons de Wei Neng. Alors on y va. Je vais lire l'introduction, l'histoire un peu du bouddhisme. Et après, c'est ce que je vais faire, parce que dans la partie précédente, j'ai parlé du soufisme. Et je voudrais le faire un peu pour toutes les religions, d'avancer un petit peu là-dedans pour montrer à quel point elles ont tout compris, que les religions ont saisi entièrement ce à quoi correspond justement l'extase, la fusion avec le divin. Elles ont toutes compris, elles ont toutes des expérimentateurs qui ont fait l'expérience de ça. Et donc, le zen, ça découle du bouddhisme. C'est une des voies du bouddhisme. Et ce que j'ai remarqué, je l'ai écrit sur la mécanique universelle, c'est que du côté occidental, on va dire, du côté des religions abrahamiques, il y a une mère symbolique, le judaïsme, et deux filles. La fille aînée, il y en a plusieurs filles, mais bon, il y a une fille aînée, le christianisme, et une fille cadette, l'islam. Et on retrouve exactement cette chose-là du côté asiatique, avec l'hindouisme comme mère, le bouddhisme comme fille aînée, le zen, par exemple, comme fille cadette. Et ça, c'est remarquable quand même, c'est intéressant qu'il y ait ces sortes de deux hémisphères comme ça qui se vivent. Alors on y va. Le bouddhisme japonais avant le zen. Ah, pourquoi? Moi, je voudrais parler du zen avant. Ben après, on va direct sur les maîtres zen. Bon, c'est pas grave. Le bouddhisme fut introduit au Japon au VIe siècle, depuis la Corée. Dès cette introduction du bouddhisme, Nara, qui était la capitale du Japon à cette époque, devint le centre de sectes bouddhiques, scolastiques, et les moines s'y adonnaient à la copie des sutras. Alors, si j'ai relevé le niveau du son, j'espère que ça fonctionne. Faut pas hésiter de me dire ce qui ne va pas, parce que j'ai pris un micro bas de gamme, et bon, peut-être que je passerai sur quelque chose d'un peu mieux si ça ne fonctionne pas suffisamment bien. S'y adonner à la copie des sutras. Puis, au IXe siècle, la secte Tendai, nom d'une montagne sainte, pour cette secte est située dans le Zhejiang, où cette école a pris naissance. Cette secte se base sur le lotus de la bonne loi et a un esprit très philosophique. Donc cette secte, Tendai, fixait son centre au mont Yai.
tandis que la secte Shingon, en sanskrit mantra égale formule, cette secte se base sur le Mahavairocana Sutra et a un aspect tantrique. Donc cette secte Shingon fixait son centre au mont Koya. Saisho, 767-822, est le fondateur de la secte Tendai. Et Kukai, 774-835, celui de la secte Shingon. Tous deux furent des personnages de premier rang à cette époque, soit dans le domaine des sciences, soit dans celui de la spiritualité religieuse, soit dans celui des beaux-arts. Le second mit tous ses dons et capacités au service du public, et partout dans le Japon se sont attachées des légendes à cet aspect secourable de son caractère. Eh bien, ce type de caractère, il fait partie de l'humanité. Il y a ceux qui ont cette générosité, il y a ceux qui ont plus d'égoïsme, etc. Et c'est grâce à cette complémentarité, à cette particularité de chacun son caractère, et en règle générale, on ne peut pas échapper à son caractère. Celui qui a une nature généreuse, il ne peut pas faire autrement. Celui qui a une nature égoïste, il va s'améliorer par contre, il va réussir parce que les valeurs qui sont enseignées par l'humanité, c'est la générosité, ce n'est pas l'égoïsme. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'évolution de l'humanité. Le premier écrivit un traité sur la vraie signification des défenses, très profond au point de vue philosophique, et le second écrivit un essai sur la supériorité du bouddhisme sur le confucianisme et le taoïsme, qui est une œuvre très littéraire. Et alors, les deux, finalement, ont écrit pour leurs congénères. Donc la générosité, elle était des deux côtés, évidemment. Parce qu'on n'écrit pas on écrit par générosité, même s'il y a des motivations sous-jacentes, l'orgueil, l'ego, la satisfaction, l'argent, peu importe. Mais au fond, le fond, c'est autrui. Ces deux sectes bouddhiques, l'une exotérique, le Tendai, et l'autre ésotérique, le Shingon, étaient puissantes. Mais d'un côté, ces deux sectes, évoluant au cours du temps, formèrent une sorte de bouddhisme visant aux jouissances terrestres dont les prières n'avaient qu'un but bénéfique ou de conjuration de mauvais sorts, par-dessus tout au profit des classes nobles. Déjà à la fin du XIe siècle, tout le haut clergé de la secte Tendai était issu de la classe noble et inaccessible à tous les roturiers. Durant la seconde moitié du XIIe siècle, la lutte entre les deux clans, des Taira et des Minamoto, mettait le Japon à feu et à sang. De cette lutte sortit un nouveau gouvernement des samouraïs qui dura 7 siècles, donc du XIIe au XIXe siècle quasiment, et remplaça le pouvoir précédent détenu par les nobles. Donc c'est les guerriers qui ont pris le pouvoir après la noblesse. Donc, et c'est une évolution évidemment. Ça passe par les dominants de sang, qui sont très proches au fond de ce qu'on retrouve dans la nature, hein, ce type de dominance, et qui passe alors à la domination du meilleur guerrier, du plus, etc. Et puis on est passé ensuite à la domination du marchand, du système marchand. Et on va vers la domination soit du philosophe, du sage, peu importe. Et ça sera aboli, la domination. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de tendance à vouloir
dominer, c'est quelque chose qui nous passe par-dessus la tête, qui passe par-dessus la tête de celui qui, qui s'intéresse à la spiritualité. C'est au-dessus de ça. Ce fut vraiment l'un des plus grands points tournants de l'histoire du Japon. Cette guerre était faite de sanglants affrontements où tous s'entretuaient, même père et fils, entre frères et gens de même famille. Un passage du récit de l'ascension et du déclin des Minamoto et des Taira, en japonais Genpei Seisuiki, évoque parfaitement cette époque trouble, et nous le reproduisons par exemple. C'est le récit du massacre des enfants des généraux ennemis. Ces enfants étaient charmants et racés à la fois. Les samouraïs hésitaient, ne sachant où leur plonger leur sabre. Le temps passé, ils n'osaient toujours pas les décapiter. Quelques-uns des petits sentirent vaguement qu'ils allaient être tués et se mirent à pleurer et à geindre. D'autres, sans rien comprendre, appelaient leur mère, cherchaient leur nourrice et pleuraient convulsivement. Regardant de l'un à l'autre, les samouraïs sentaient toute la cruauté de la scène et étaient pris de pitié. Leurs joues étaient mouillées de larmes. Au milieu de tout ce chaos, le bouddhisme déployait beaucoup de faste, mais était devenu routinier, scolastique, perdant ainsi toute virilité et force créatrice. Il était incapable d'apporter aucun aliment à l'âme humaine. Les hommes auraient préféré trouver dans le bouddhisme un soutien personnel et existentiel, un principe plus simple et plus accessible. Ainsi, 3 formes nouvelles de bouddhisme à caractère japonais s'élaborèrent durant l'ère Kamakura, et depuis lors elles furent au centre de la religiosité japonaise. La première est l'école de la terre pure, qui résume toutes les vastes doctrines du bouddhisme en un seul acte, simple et accessible à tous, l'invocation du Bouddha Amida. Ces adeptes pensent que toutes les autres doctrines sont faites pour les sages et les gens de bonne moralité, mais que pour eux, ignorants et pécheurs, cette adoration permanente du Bouddha Amida est plus à leur convenance. La deuxième est l'école du Zen, qui a fait du zazen, pratiqué depuis l'origine du bouddhisme, en Inde, où il n'était qu'un auxiliaire, une quintessence de toutes les théories du bouddhisme. Sa devise sacrée est « indiquer directement l'esprit de chacun, devenir Bouddha en voyant l'essence. Ne nous embarrassons pas de l'être. Il y a une transmission spéciale en dehors des doctrines. » Voilà. Devenir Bouddha, eh bien, c'est ce qui se passe avec le soufisme, c'est ce qui se passe dans l'hindouisme, c'est ce qui se passe dès qu'on fait l'expérience de l'extase. L'extase conduit à devenir divin, à devenir Dieu, Bouddha, peu importe, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Les samouraïs y furent très sensibles, car ils y trouvèrent un moyen qu'ils recherchaient pour échapper aux craintes de la vie et mort, de la vie et de la mort. Bien entendu, comme même si il y avait une sorte d'engrenage qui conduisait à être obligé d'être courageux pour le samouraï, mais la peur, elle est toujours, même si on essaye de ne pas y penser, de l'oublier, c'est toujours sous-jacent parce que c'est la peur essentielle en fait. La troisième est l'école de Nichiren. Ces adeptes invoquent sans cesse le sutra du lotus de la bonne foi en l'adorant. De A jusqu'à Z, tout l'esprit de cette école se résume en ces litanies. La Soka Gakkai, en vogue aujourd'hui et bien connue dans le monde, s'inspire de la doctrine de Nichiren. La Soka Gakkai. Le moine Yoshai introduisit le bouddhisme zen au Japon depuis la Chine et il fut le premier au Japon à écrire des textes zen. C'est pourquoi
nous commencerons cet ouvrage en le citant. Voilà. Alors, les moines, les divers moines qui sont cités, je vais les citer et je vais arrêter là pour cette vidéo. Les maîtres zen, les maîtres japonais du zen. Yosai, Dogen, Keizan, Otokan, Muzo, Jakushitsu, Ikkyu, Takuan, Suzuki Chosan, Bunan, Bankei, Akuin, Torei, Kozen, Suzuki Daijetsu, Isamatsu Shinichi. Voilà. Et après, c'est les sermons. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est la vie de tous ces sages, mais j'ai remarqué que de temps en temps, il y a des textes qui sont repris de ce qu'ils ont écrit. Par exemple, là, c'est genre un haïku. Le vent traverse le vide du firmament. Les nuages surgissent au creux de la montagne. Aucune préoccupation affective pour la voix, ni pour les affaires du monde. Il est au contact de la contemplation. Et l'extase, c'est la contemplation. Là, c'est Keizan. Le vent traverse le vide du firmament. Les nuages surgissent au creux de la montagne. Il regarde. Il est juste là en contemplation. Aucune préoccupation affective pour la voix, ni pour les affaires du monde. Pour la voix, c'est-à-dire pour vouloir devenir, travailler à devenir un sage. Là, il a atteint la contemplation. À mon sens, c'est comme ça que je l'interprète. Voilà. Après, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Hein. Voilà. C'est comme ça que je vais pratiquer pour cette petite série des maîtres du zen. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas que si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à se préoccuper de où nous allons, où va l'humanité, si vous pensez qu'il est intéressant maintenant de commencer à se préoccuper de notre sens, parce que là on est en train de laisser cette visibilité, cette vision à des gens qui ont malgré tout une vision courte, même si c'est moyen terme, grand maximum, court terme, grand moyen terme, mais pas long terme, parce que le long terme, c'est là où ça exige d'aller à plusieurs siècles après nous. Le moyen terme, bon, c'est pour quelques décennies, voire un siècle. Et là, on laisse à des gens comme le nouveau chef d'État américain, comme Elon Musk, comme d'autres, comme des oligarques qui, pour eux, l'apothéose, c'est la fin des États, c'est la régulation, le libéralisme absolu qui gère lui-même, enfin, une sorte de liberté totale des choses et regardez ce qui se passe. Voilà, on laisse la liberté et on voit si ça... Et normalement, le système se régule tout seul. La pyramide, il y a comment ça s'appelle, ça ruisselle, voilà, les choses ruissellent. On se rend compte que ça marche absolument pas comme ça. Pas du tout. Et donc, ce leurre, il continue à l'imposer. On s'est rendu compte là, quand on a connu les 30 Glorieuses, et où c'était vraiment un système qui cherchait l'égalité, qui cherchait à travailler, à réduire les écarts riches-pauvres, etc. Et puis les 30 qui viennent après, les 40 ans qui viennent après, à partir des années 80, après les 30 Glorieuses, qu'on pourrait appeler les 40 ultra capitalistes, eh bien on voit que ça ruisselle pas, on voit que les pauvres sont de plus en plus pauvres,
que les riches thésaurisent de plus en plus. Tout cet argent que les pauvres n'ont plus, il va chez les riches, hein, c'est tout. C'est pas, il n'y a pas un flux qui se ferait autrement. Donc il y a une thésaurisation, une perte de l'autre côté, un appauvrissement, la violence qui vient parce que il y a de plus en plus ces dominants cherchent à imposer leurs propres valeurs au lieu d'imposer, comme la démocratie l'exige, les valeurs du peuple par essence moins agressifs, moins compétitifs. Donc, ils disent, voilà, Elon Musk, tout le monde peut devenir, il suffit d'avoir l'agnac. C'était l'époque de Bernard Tapie qui voulait faire au tout début ou les Berlusconi ou les autres qui pensaient que, voilà, il fallait être des winners. Mais plus on fait de winners, plus on fait des dominants dans un groupe, et plus on fait de l'agressivité, plus on fait de la violence en réalité. C'est mécanique. Si dans une troupe sur une troupe de singes, il y a 600 individus, s'il y a un dominant et puis quelques prétendants, c'est une chose, mais s'il y a 100 dominants, 50 dominants, il y a eu des expériences un peu comme ça. C'est le chaos le plus total, c'est la violence extrême jusqu'à ce que un système hiérarchique se réimpose, etc. Donc, plus on fait de dominance, c'est ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans. Et donc, tout le monde, voilà, une grande partie des gens veulent être dominants. C'est le cas des petits voyous de banlieue, des gens qui sont sans foi ni loi, qui montent des business et qui s'en foutent d'abuser tout le monde. C'est le cas de ceux qui veulent faire fortune en 3 fois rien de temps, etc., au détriment des autres et qui se préoccupent de personne. Et on voit bien qu'on est arrivé dans un moment d'égoïsme absolu. Mais ça, c'est les valeurs des oligarques. C'est les valeurs de ces milliardaires. Et qui sont d'ailleurs, pour une part maintenant, en train de réclamer d'être, au moins pour les plus humains d'entre eux, de réclamer d'être plus taxés que ce qu'ils le sont. Parce qu'ils ont compris que c'est plus possible, cet écart, ça conduit à la catastrophe. Voilà pour cette première vidéo sur le zen, mes chers amis, et merci de votre tolérance à mon esprit un peu fatigué du moment. Voilà, et puis et à ma façon un peu compliquée de m'exprimer, pas très cool. Voilà, c'est pas très confortable comme écoute, mais bon, si vous en retirez quelques petites choses, c'est le principal. Merci et je vous dis à très bientôt. Alors si vous pensez qu'il y a de l'intérêt, pour finir, vous pouvez mettre des pouces, donc des avis, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous copiez le lien de l'espace vidéo sur lequel vous êtes, vous l'envoyez, vous pouvez établir des liens avec votre site, donc le mettre en favori, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez participer à l'élaboration de la mécanique universelle, soit si vous avez des compétences pour améliorer le site techniquement, ou l'améliorer philosophiquement, spirituellement, etc. Il n'y a pas de problème, vous m'écrivez et ça sera avec plaisir. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, merci à vous, à très bientôt.